Quel que soit notre degré de compréhension, de tolérance, il est des fois où nous ne pouvons garder la même correction, la même retenue pour évoquer certains sujets. Des situations où la bien-pensance, où le politiquement correct ne sied pas. Depuis plusieurs mois, le monde est divisé par la guerre en Ukraine, avec une propagande dans chaque camp pour que chacun prenne fait et cause pour l'Ukraine ou pour la Russie. Les médias rivalisent d'ingéniosité pour nous convaincre tantôt de la cruauté de Poutine et de son armée, c'est-à-dire l'Ouest, tantôt du caractère belliqueux et impérialiste de l'OTAN. Ça, c'est du côté de la Russie et de ses alliés chinois, indiens et autres. On a même vu le Congrès des États-Unis d'Amérique initier un projet de loi, une disposition, pour mettre les nations du monde qui n'auront pas adhéré à leur position dans la liste des nations voyous qu'il faut punir, qui ne bénéficieront plus de leur soutien. Du déjà vu. Encore une fois, l'Afrique est sollicitée. Elle est invitée à prendre position. La neutralité globalement affichée par elle pendant les votes des sanctions aux Nations Unies n'a pas été bien perçue. Les grandes nations de l'Ouest y voient une adhésion à la cause russe. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Une bataille des grandes nations qui ne nous concerne pas et dans laquelle ils veulent à tout prix nous entraîner. Cette fois-ci, on aimerait être laissé en dehors de leurs querelles et de leur guerre de positionnement. Nos soucis, nos guerres, nos pandémies, nos besoins à nous sont déjà assez importants et on va traiter avec ceux qui nous apportent quelque chose et qui nous respectent, sans être leur zone d'influence. Cela, quelle que soit leur nationalité, pas de préférence. Mais c'est un autre aspect qui suscite ma sortie aujourd'hui. Le sort des Africains résidant en Ukraine dans la guerre contre la Russie. C'est bien de supporter l'Ukraine, de s'émouvoir pour ses populations. Mais je vous invite à découvrir le sort des Africains dans cet enfer. Ils n'y sont pour rien, mais ils sont traités comme des animaux encore une fois. Et cela dans le silence le plus assourdissant. Pas seulement par les Ukrainiens, mais également par ceux qui clament haut et fort leur humanisme, leur solidarité. Suivez l'aventure de cet Africain qui illustre le sort qui est réservé aux Africains, aux subsahariens qui quittent l'Ukraine. Merci les Allemands. So I crossed into the European border through the Hungarian side, the Hungarian border with Ukraine. So I had to get a ticket from Hungary straight to Berlin. And then I had a valid ticket. The charter, the UN chapter says, hey, this countries respect human rights, so they will give us a right of passage. Right? I get to Frankfurt, still on a train, and then the Bundespolice came in, they stopped our train, they were like, I don't know, 15, 20 of them with dogs. They stormed our train, they walked into my coach, said, do you have a ticket? I produced my ticket because I paid for my ticket. 100 and something, I still have the ticket in my bag, 100 and something euros. I said, okay. Do you have a right to enter Germany? I said, yes, the law says refugees from Ukraine are allowed to enter. That's what the law says. I bring out my ID, my passport, and my permanent resident in Ukraine. I show them. He nods his head. He goes, he talks to his superior. And then he comes back. And he says, I have to get off the train. I'm like, for what? He says, because I wasn't born in Ukraine. I was livid. I'm like, what does that mean? I wasn't born in Ukraine. I've lived in Ukraine so long. Why would you say because I wasn't born off the train, I should get off of the train? I have a valid ticket. Why should I get off the train? I didn't stow away on the train. Why should I get off? They said, oh, we need to register you and then we can let you go. There was a German lady I met on the train. She was nice. We were having a conversation all through in English. She told me, oh, I better have to comply. That they said because I wasn't born, I have to do this. I said, they are not doing this for the Ukrainians. I also have the same rights as the Ukrainians who was in Ukraine because I'm a permanent resident. So why are you doing this? They said, because we have to register you. So we got out, all the blacks, and this was just black people they were pulling off the train. So they took us to this holding facility. I remember the address. They took our passports. The address was in Nikola Tesla 1. In Frankfurt is a big warehouse. There they segment it. They have they segment the whole warehouse. So they had to keep us out in the cold for like, I don't know, hours because there were lots of us. They said we had to take COVID swabs. They took COVID swabs. They will take your passports, they will bag it. They will take all the money, they will count it, they will bag it, and then they will write on it. Yeah. This is from the Buddhist. This is one of the bags they used to bag
our personal belongings. As you see, it's still the same way. The cash that was on me is still the same, unchanged, untouched. I can't even bring myself to tell because I'm so traumatized by it. My bag has a tag. This tag was from Frankfurt. They tag your bags, they tag every personal belongings you have with a yellow tag and a code. Mine was A155. And this is something they made us understand that, oh, it's just simple registration. I even asked some of the Bundespolizei, oh, 1 hour maximum, we're there for 23 hours. Then the next thing I experienced was the most humiliating thing I've never experienced in my life. They took me to a room, asked me to strip naked. I had to go bare naked. They said, oh, I'm like, what's this for? They said, take off all your clothes. And then they made me squat and do a turn around, show them my ass and all that. It was so humiliating because in my life, even going through airport security, traveling, I've never experienced this. I'm like, don't you have body scanners for this? Even if you're suspecting somebody they are drugs or they are drug moles, this is not the procedure. You don't tell people to go stark naked because you want to search them. When I got to Berlin, the girl told me, hey, that thing you did there is not registration. That's your whatever. I said, this tag I have it. I brought a paper. They said, no, that's for your personal records. I've never experienced such humiliation in my life. Each time I think about it, I want to cry, but as a man, my dad told me, don't cry. But it is humiliating. Somebody, a fellow man like me, would tell me to go naked. It is humiliating. It is. Because I'm trying to cross the country like everybody else. Après avoir regardé et écouté la mésaventure de cet Africain, qui est presque identique à beaucoup d'autres, qui se racontent par ces rescapés venus du froid, on ne peut s'empêcher de se dire, sans provocation, que dans leur immense malheur, les Ukrainiens savent qui est leur adversaire et où il est localisé. Les Africains aimeraient bien savoir qui et où est le leur. Cela leur éviterait tous ces désagréments, non ? Malades mentaux. Et ceux qui demandent à ce que Vladimir Poutine aime les Africains sont des gens qui ont des problèmes aussi, je pense vraiment. Vladimir Poutine, il est le président des Russes, il est là pour se battre pour les intérêts russes. Et il le fera toujours. Et même quand les mouvements panafricanistes ou le courant panafricaniste est dans une logique d'alliance géostratégique avec la Russie ou avec Cuba ou autre, il ne faut pas se tromper, hein, que ce soit les Cubains, que ce soit les Russes ou autres, chacun défend sa poire. Le problème de l'Afrique n'est pas le leur. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'accroître justement les possibilités, les potentialités de pouvoir élever leur pays. Et si ça doit passer par une coordination avec les nôtres, ils le feront. Mais pensez, nous, que ces gens-là sont des gens qui sont là pour nous aimer, c'est vraiment ne rien comprendre à la géopolitique, sachant qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Donc arrêtons les émotions. Une fois ceci passé, je tiens à le dire que la posture de Vladimir Poutine, lorsqu'il a rappelé en préambule la Russie et l'Union soviétique auparavant a toujours été là pour lutter aux côtés des Africains contre le colonialisme, c'est une réalité. Et ça a été la démarche, lorsqu'il a énoncé, d'un homme d'État qui se positionne en rupture face à l'hégémonie occidentale. C'est ce qu'on était en droit d'attendre de tous les dirigeants africains. Malheureusement, c'est le président russe qui a énoncé ce propos. Il n'a pas énoncé parce qu'il aime les beaux yeux des Africains, il n'a pas énoncé parce qu'il aime la couleur de peau des Africains. D'ailleurs, voyons comment les Africains sont traités en Russie, ils ne sont pas mieux traités qu'ailleurs, hein, c'est le cas de le dire. Mais il l'a énoncé parce que c'est quelqu'un qui s'appuie sur des principes. Il lutte contre l'hégémonie occidentale, il est dans cette démarche-là, il est dans cette ligne idéologique-là, et c'est profondément respectable. Et donc, quand un chef d'État de la hauteur de cet individu, qui se bat pour ses intérêts, qui se bat pour les intérêts de sa nation, rencontre un autre chef d'État qui est censé parler pour 54 chefs d'État et 54 pays de manière générale, et que ce chef d'État, en l'occurrence Macky Sall, arrive dans une position non pas de chef d'État mais de mendiant, excusez-moi, et que personne ne dise, parce que je vous vois venir, hein, Kémy, tu es encore en train de manquer de respect. Non, je manque de respect à personne. Macky, c'est quelqu'un qui a l'âge d'être mon aîné, d'accord, et je l'aime en tant qu'aîné. Je l'aime en tant qu'aîné. Mais aimer quelqu'un ne doit jamais nous empêcher de dire la vérité. Macky est parti dans une posture, je vous le dis et je le répète, d'esclave volontaire, de quelqu'un qui est dans la logique de mendier. Macky est parti sonner la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme, face au président Poutine en disant que l'Afrique va être dans une crise alimentaire parce qu'on n'a plus on a des problèmes, on n'a plus accès aux céréales.
à la farine de la Russie et de l'Ukraine, j'ai failli casser mon téléphone. J'ai failli casser mon téléphone parce que aux quatre coins du monde, on a des dirigeants de leur peuple qui se lèvent, qui émergent et qui parlent dans une logique souveraine, qui parlent dans une logique d'autodétermination, qui parlent dans une logique de dignité et de résurrection de leur peuple, de défense des intérêts de leur population. Et nous, on a des dirigeants mal élus, parce que si c'était une véritable possibilité pour les peuples de pouvoir élire leur véritable voix, je peux vous assurer que ça ne se passerait pas comme ça, mais il n'y a que des tricheries chez nous, malheureusement. Il faut aussi qu'on en parle. On a des dirigeants qui sont des serpillères. Il faut qu'on soit capable de le dire, quand je dis toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur, que c'est les rongés de l'intérieur. On a des dirigeants qui sont des serpillères. Macky est parti, non pas en tant que chef de l'Union africaine qu'il aurait dû être, il est parti en tant qu'émissaire de l'Union européenne qui, elle, risque de connaître une crise réelle parce qu'elle se fournissait justement via la farine, via le blé, via les céréales de Russie et d'Ukraine, et que sans la Russie et l'Ukraine, elle est en difficulté. Et c'est cette même Union européenne qui met des sanctions dans sa logique schizophrénique vis-à-vis de la Russie. Au lieu d'envoyer Macky Sall, prenez le gars de l'Institut Shanghai, prenez Père Emerja, qui sont justement dans le travail perpétuel de la terre, prenez des gens qui sont spécialisés sur ces questions, invitez-les à l'Union africaine, laissez-les donner des leçons, laissez-les enseigner, au lieu de vous comporter comme des gens qui passent leur temps à voler les deniers publics et qui après vont mendier sur demande de l'oligarchie d'Occident. Des choses dont nous n'avons absolument pas besoin sur le continent. On a besoin de baguettes, nous. Alors on peut manger du pain de temps en temps, mais vous pensez que si on n'a pas les baguettes à base de farine de blé, on ne peut pas faire à manger nous-mêmes? Moi je vais vous inviter, venez dans notre restaurant, vous allez voir. Comportés comme des lâches, comme des mendiants, comme des victimes éternelles. La Boétie parlait de la servitude volontaire, mais vous êtes la définition de cette servitude volontaire-là. Vous nous faites honte. J'étais devant mon écran, je regardais, je disais, mais Macky, je t'en supplie, porte tes coronesses. Macky, je t'en supplie, fais pousser tes coronesses. Fais que tes coronesses apparaissent. Mais j'ai attendu en vain. J'ai attendu en vain. Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, eux tous, Patrice Talon, eux tous, des gens qui ont ce complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Pendant combien de temps? Les Russes n'ont rien de mieux que nous, n'ont rien de plus que nous. Et à chaque fois que moi je rencontre les Russes, je leur dis toujours, attention, c'est pas parce qu'on a des dirigeants qui sont des sarpillards qu'il faut que vous croyez que nous, la jeunesse africaine, nous sommes dans cette logique-là. Nous, on se fait respecter. On a des dirigeants qui ne savent pas ce que signifie le mot respect. Macky, toi qui es de la terre d'El Hadj Omar El Tidiane, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Cheikh Anta Diop, de Mamadou Dia, te comporter de cette façon-là me donne la nausée. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Il faut que ce soit nous, jeunes Africains, qui prenions nos responsabilités, qui allions risquer nos vies pour lutter contre des gens contre lesquels vous auriez dû lutter depuis longtemps. Et au lieu de lutter contre eux, vous êtes devenus leur porte-parole. J'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. On parle de lutte contre l'impérialisme. L'impérialisme, comme nous disait Sankara, est dans nos assiettes. On a nos terres cultivables. Qu'est-ce qu'on attend pour développer une politique sur ce terrain-là? Non, les gens ne sont pas capables de le faire. Les gens n'ont pas cœur pour le faire. Bref, une fois ceci énoncé, on doit aussi parler du Gabon. Alors c'est une nouvelle très importante. Je devais venir avec mon équipe au Gabon le week-end dernier, le week-end précédent, d'accord? On est lundi, donc je devais arriver vendredi et rester vendredi, samedi, dimanche. Et le régime d'Ali Bongo a créé une règle extraordinaire. Ils ont dit que comme je suis chroniqueur politique, je suis obligé d'avoir une accréditation des autorités gabonaises, de la presse pour venir, pour rentrer au Gabon. Je dis, mais je ne viens pas pour un reportage. Pourquoi vous me demandez une accréditation? C'est le nouveau motif bidon que ce régime-là a trouvé pour me refuser le visa. Extraordinaire. Extraordinaire.
Et ceci, évidemment, n'est pas dû au hasard. D'ailleurs, je crois que je vais vous trouver, je pense que j'ai le passeport là. Alors, pour que vous compreniez bien, pour ceux qui sont citoyens africains de la CEDEAO, donc de la Communauté des États économiques des États d'Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils vont en Afrique centrale, c'est aussi l'aberration du XXIe siècle, ils ont besoin d'avoir un visa. On est tous africains, hein, mais ils ont besoin d'avoir un visa. Par contre, il y a certaines populations dans le monde non africaines qui n'ont pas besoin d'avoir de visa pour aller là-bas. Aucun sens. Donc ça, pour ceux qui veulent, ils vont faire un screen de loin, c'est ma carte d'identité béninoise. Hein. Bien que né en France, c'est ce que j'ai acquis, que ça vous plaise ou pas. Et je ne renierai jamais le fait d'être né en France, que ça vous fasse mal ou pas. Et ça, c'est mon passeport béninois. D'accord ? Et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait, les autorités gabonaises. C'est assez spectaculaire. Il y a beaucoup de pages sur ce passeport. Voilà. Normalement, quand des autorités en arrivent à mettre le cachet pour le visa d'entrée, d'accord, d'un pays, c'est qu'ils ont donné l'accord. Sauf si, cas de force majeure, il y a un élément qui font que de manière rétroactive, ou de manière ultérieure, excusez-moi, ils réalisent que, non, attention, si on fait rentrer, c'est dangereux. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez par vous-même, consulat, donc je vous lis, hein, consulat général du Gabon, visa d'entrée et de séjour au Gabon. Et au dernier moment, ils ont mis annulé. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que celui qui portait le nom civil qui était le mien, c'était Kémy Séba. Stélio, c'est Kémy Séba. Et ils ont prétexté un motif bidon, ils ont été très chaleureux à l'ambassade. Vous savez, monsieur, nous, on vous apprécie, hein. On n'a rien contre vous. Ce n'est absolument pas pour vos activités politiques. C'est juste que, vous comprenez, vous êtes chroniqueur politique, donc vous devez avoir une accréditation. J'ai dit, mais même dans la planète des singes, monsieur, on ne se comporte pas comme ça. Au contraire, ils sont même parfois plus disciplinés, plus sérieux que nous, monsieur. Parce qu'en aucun cas, quelqu'un, quand bien même il fait, entre autres, office de chroniqueur politique, c'est pas ma seule activité sur Terre, fort heureusement, d'accord, c'était bien marqué que je venais pour affaires, pas pour reportage, et donc ça n'avait strictement rien à voir avec une demande d'accréditation. Mais vous m'avez mis ça pour me bloquer. Alors il faut qu'on analyse les raisons pour lesquelles le régime d'Ali Bongo veut nous bloquer. Le régime d'Ali Bongo est un régime assez schizophrène, et en même temps pas tant que ça, parce qu'il y a une certaine homogénéité dans la folie, dans l'ineptie, dans la criminalité. C'est un régime qui a des bases militaires françaises, évidemment, sur son sol. Ils disent, soi-disant, qu'ils veulent aller vers les anglo-saxons, etc. Mais ils sont toujours, plus que jamais, un bastion de la France-Afrique. Base militaire sur son sol, les loges maçonniques à un degré des plus élevés sur son sol. La plupart des dirigeants, d'ailleurs, de l'État gabonais sont incarcérés dans ces loges maçonniques-là. Et c'est un État profondément et maladivement pédocriminel. Un certain nombre de très proches du président Ali Bongo, il faut qu'on puisse le dire, sont des pédocriminels avérés. Certains sont couverts même par la plus haute autorité de l'État, et tout le monde le sait. D'ailleurs, notre camarade Romain Molina est en train de préparer des dossiers que j'ai pu lire, incroyables dessus. Et je pense que Ali Bongo, ou du moins ses conseillers, parce que quand je l'ai vu marcher la dernière fois, je ne savais pas si on était dans le retour de la momie ou si on était en face d'un président en tant que tel. Je ne suis pas sûr que c'était un président, j'ai l'impression que c'était plus une momie qu'on avait ressortie du sarcophage, et encore avec un petit peu plus d'embonpoint, et qui marchait dans... Bref. Et donc ce Ali Bongo-là, pion du néocolonialisme français, qui tolère les bases militaires françaises sur son sol, qui est un pion de la franc-maçonnerie la plus putréfiée, d'accord, la plus criminelle en tant que telle sur son sol, et qui est le symbole de ceux qui accèdent au pouvoir juste parce qu'ils sont des fils d'autres criminels qui les ont précédés. D'accord? Et c'est un petit peu le même cas qu'au Togo, d'ailleurs, avec Faure Gnassingbé, un autre mafieux, fils de l'autre criminel Yadema, et qui n'ont comme seul pouvoir et comme seul droit de gérer les affaires de l'État que parce qu'ils sont les fils d'autres criminels qui les ont précédés. Ça aussi, ça doit cesser. Il faut que quelqu'un parle, il faut que des gens parlent contre ces régimes, et si nous devons le faire grâce à la notoriété que j'ai, je le ferai. Nous n'allons pas accepter indéfiniment que des gens fassent tout ce qu'ils veulent sur notre continent comme c'était leur terrain de jeu. Ça suffit. Ali Bongo, pédocriminel, président d'un État pédocriminel, pour être plus précis. Lui, on va dire qu'il a le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute.
même si quand je lis ce que m'envoie Romain Molina, je pense que le doute, il est très réduit. Mais en tout cas, à la tête d'un État où la pédocriminalité est clairement une affaire d'État, où les plus hauts cadres de l'État s'adonnent à ce genre de pratiques sataniques, où on brise le destin d'enfants de manière globalisée. Un État criminel où le digne peuple gabonais souffre le martyre à cause de mafieux pédophiles à la tête de l'État. Des gens qui n'ont même pas le courage, de dénoncer la mainmise, l'emprise du néocolonialisme, qui préfère fuir vers le Commonwealth tout en laissant les bases militaires françaises sur leur sol. Des plaisantins. Ce Gabon-là, avec à la tête de l'État, ces mafieux me donnent envie, là aussi, de vomir. Ali, si tu pensais qu'en m'interdisant de rentrer sur ton territoire, ça allait m'empêcher de diffuser mon message, tu te trompes. J'allais de toute façon dire que tu es à la tête d'un État pédocriminel, que tu es l'un des plus grands alliés aujourd'hui, quoi que tu en dises, du néocolonialisme français. Des bases militaires françaises qui sont au Gabon, est-ce que tu as demandé l'autorisation à la population pour que ces bases militaires restent? Non, mais tu les laisses en tant que telles. Des mougousseurs d'enfants. Imbéciles. Vous me donnez vraiment envie de vomir. Et c'est des branquignoles comme ça qu'on a à la tête de nos États. C'est malheureux. Vous pouvez envoyer vos menaces de mort, vos petits guignols qui envoient les messages, etc. Ça nous passe comme... Faites ce que vous avez à faire, nous on fait ce qu'on a à faire. C'est vous ou nous, de toute façon. Mais on ne laissera jamais l'affaire tomber tant qu'on n'aura pas obtenu justice pour des populations qui sont autant brimées, oppressées, asphyxiées par l'oligarchie meurtrière que vous représentez. Это Республики Кот-д'Ивуар и известному далеко за пределами своей страны экономисту, аналитику и мыслителю. Je souhaite en premier lieu remercier les autorités russes et la Team Afrique pour m'avoir permis de venir exprimer mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que, après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO,
et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer, cela va changer, et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles et surtout humaines. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qu'il n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos actuel appauvrissant où la France semble avoir verrouillé les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts, des ports, par des monopoles protégés par les gouvernements respectifs ou par des passations de marché de gré à gré sans appel d'offres, pour que nous puissions enfin nous diriger vers une ouverture de l'économie à tous, notamment aux industries et entreprises russes, dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie.